Donc, rebonjour, chers consoeurs, chers confrères. En fait, moi, je voudrais juste dresser un peu le tableau de la situation actuelle au niveau de la pharmacie d'officine. Nous sommes face à un tournant historique avec le nouveau projet de décret de fixation des prix des médicaments qui nous challenge tous, parce que ça change complètement la donne pour toutes les officines. Surtout de point de vue rentabilité, de point de vue de façon d'exercer la profession telle qu'on a été habitué à le faire. Donc, comme vous, je suis pharmacien d'officine et comme vous, je m'interroge sur notre avenir professionnel et la viabilité économique de notre gagne-pain, de notre activité principale, à savoir l'officine. Qu'est-ce qu'il va en arriver, de quoi on va être, quel sera notre avenir professionnel et économique. C'est ça, ce qui nous tracasse le plus avec ce nouveau projet de décret. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons 5 experts qui vont nous éclairer sur quelques pistes pour naviguer là-dedans. Donc, nous aurons les données du marché avec Monsieur Nadir Bouayed, responsable du développement des affaires chez Incuvia. Nadir, il a 24 années d'expérience en industrie pharmaceutique. Nous aurons aussi la vision institutionnelle du Conseil de l'Ordre national, représenté par Monsieur Dr Hamza Gdira, qui est pharmacien à Rabat. Marhaba bik. Nous aurons l'expérience pratique et réglementaire de Dr Saadia Moutawakil, qui est présidente du Conseil régional des pharmaciens de l'Officine du Sud et qui est pharmacienne praticienne à Stat. C'est correct? Et nous aurons aussi le vécu concret et quotidien de Dr Jalila Idoudar, pharmacienne installée à Casablanca et qui a 15 ans d'expérience en industrie pharmaceutique, en supply chain exactement. Et nous aurons le regard unique de Dr Abdelhakim Zalim, ex-chef de division à la DMP, et qui est actuellement pharmacien d'officine, et qui est consultant pharmaceutique et qui connaît très bien les deux côtés du miroir. Quand je dis les deux côtés du miroir, à savoir ce qui se prépare derrière les rideaux, et ce que nous on vit, et ce qu'on pense et tout. Donc, avant de plonger dans nos échanges, on aura besoin de partir sur des bases communes. À savoir, on aimerait bien que M. Nadir Bouayed d'Icuvia nous présente la réalité actuelle du marché pharmaceutique marocain en chiffres. Je parle bien médicaments. Donc, à vous la parole. Éclairez-nous là-dessus. Quel est le portrait actuel de la pharmacie, de médicaments au Maroc? Tfadal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite information, je suis petit-fils de pharmacien, donc je pense être en terrain conquis. Et quand on ouvre le bal en général, on dit que celui qui ouvre le bal doit savoir danser. Bon, je vais essayer de parler en chiffres. Pour parler de chiffres actuellement, et vous aurez deviné ici que les 24 ans, ce n'était pas mon âge, mais plutôt quelques laboratoires où j'ai travaillé, je pense qu'il est pertinent de parler en tout cas au moins en high level, du gros chantier titanesque qui était la réforme de la santé au Maroc. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Déjà, Sinabil Khalli respecte le timing, promis. Merci. Donc, alors, en gros, ça se situe sur 4 axes. Déjà, la création des agences, du médicament, qui a atteint sa vitesse de croisière, la Haute Autorité de Santé, qui, Inch'Allah, se lancera bientôt, même s'il y a quelques retards, et l'agence du sang, qui a aussi pris sa vitesse de croisière. Les ressources humaines, alors, le message clé à retenir, c'est bien évidemment l'augmentation des ressources médicales. Ça a commencé, on voit qu'il y a quelques augmentations plutôt intéressantes sur l'effectif. Et puis, les infrastructures, oui, on est bien équipé, on voit qu'il y a des cliniques, qu'il y a des hôpitaux, et les lits d'hôpitaux ont tendance à être renforcés. La digitalisation. Alors, la digitalisation, on peut en parler, pourquoi? Parce que c'est un élément clé. Quand on prétend et on ambitionne de renforcer la structure pharmaceutique au Maroc, la digitalisation a pour ambition, je l'ai vu ce matin, de rendre une connexion du dossier du patient marocain un petit peu partout au Maroc pour que justement il puisse, se faire suivre
et 2, se faire traiter, et cerise sur le gâteau, quand le médicament est remboursé, se faire rembourser. Donc, dans cette optique-là, dans cet environnement-là, j'ai la mission de vous parler de chiffres. Alors, je vais essayer de le faire en entonnoir. Hein. La région Afrique-Moyen-Orient, d'accord, c'est 66 milliards de dollars. Énorme. Le marché mondial du médicament, c'est 2000 milliards de dollars. Rien que ça. Après, toute proportion gardée, le Japon à lui seul, c'est 66 milliards de dollars. Donc, il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc, là, on est dans le monde. Si on bascule chez nous, au Maroc, c'est une slide que j'utilise très souvent pour contextualiser l'environnement marocain. Oui, ici, ce que je suis en train de vous présenter, c'est un marché privé. Ça veut dire, c'est ce que vend le grossiste aux pharmaciens. Et je ne parle pas ici du canal hospitalier. C'est uniquement la boucle privée. Donc, c'est un marché qui est à 1,6 milliard de dollars. Et on prévoit chez IQVIA une croissance à 7% pour qu'il atteigne les 2 milliards de dollars en 2029. D'accord? Alors, question. Alors, je me la pose, même si Sinabil peut-être peut me la poser. Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi ambitieux pour dire que c'est un marché qui va progresser? En fait, 3 leviers. Déjà, la réforme de santé, aujourd'hui, quand on parle des règles de gouvernance, les 3 agences autonomes qui parlent justement et qui régulent et font le monitoring du marché pharmaceutique. On parle de l'expansion de l'AMO, même si c'est un projet titanesque et budgétivore, ça a tendance, et on s'attend à ce que ça fluidifie le marché, réduise le temps de remboursement et de gestion du patient, et pour les professionnels de l'industrie pharmaceutique, c'est une promesse, un engagement de réduire les temps d'enregistrement, voire même de remboursement. Alors, quand il y a des avantages, soyons logiques, on est en train de parler aussi de quelques risques, parce qu'on parle du monitoring de prix. Depuis 2013, on sait qu'il y a des baisses de prix, mais maintenant, en ce moment même, au moment où je vous parle, il y a des médicaments identifiés, connus pour être budgétivores, et qui sont suivis, zoomés, pour des discussions avec les opérateurs pharmaceutiques pour qu'ils adaptent, je préfère dire ça comme ça, qu'ils adaptent leur prix. Il y a aussi le financement de l'AMO qui coûte de l'argent, ce n'est pas rien, et in fine, la réglementation. La réglementation parce que, oui, c'est ce qu'on est en train de dire actuellement. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va aller plus vite, est-ce que je serai intéressé sur telle ou telle réglementation, est-ce qu'il y aura du protectionnisme pour les locaux par rapport aux multinationales? C'est tous ces questionnements qui peuvent gérer des questionnements et des points d'interrogation. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un marché dynamique qui va atteindre les 2 milliards de dollars et c'est un marché qui fait 7% de croissance. Alors, 7% de croissance, ça représente quoi? Aujourd'hui, les génériques, tranquillement, doucement, sans faire de bruit, ont la part du lion du marché pharmaceutique. C'est pratiquement, en volume, 60%. Du marché privé. Permettez-moi d'insister et de reprendre. 60% du marché privé. Et d'ailleurs, pour les pharmaciens ici présents, vous devinez facilement et aisément que la plupart de vos marques, elles sont génériquées. Et je ne parle pas d'un seul, pas 2, pas 3, parfois 5, 6 génériques, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une grande surprise pour vous. Par others, ici, quand on parle de tout ce qui est others, c'est les vitamines, les produits capillaires, c'est les dermocosmétiques, les compléments alimentaires. Donc, c'est ces 20% qui sont inclus ici. Donc, gardons en tête, nous avons un beau marché qui est dynamique, mais c'est un marché qui est aujourd'hui dominé. Allez, c'est un shift, c'est une transition douce vers un marché de générique. Alors, petit point, au Maroc, en tout cas, en matière d'air thérapeutique, c'est les anti-infectieux, les antihypertenseurs et les antidiabétiques de nouvelle génération. Je parle plutôt des aires thérapeutiques de souveraineté, donc ce n'est pas une grande surprise. Alors, là aussi, la question qui peut survenir, on est en train de dire, bon, alors, multinationale, locale, qui fait quoi, qui gère et qui drive le marché. Là aussi, il est très intéressant de garantir que c'est les locaux et les régionaux. Alors, pas régionaux,
c'est les laboratoires qui ont une présence MENA. C'est les laboratoires indiens, c'est l'industrie locale, le fleuron de l'industrie locale marocaine. Donc, tout ce beau monde domine le marché et les 40% restants, les 42% restants, c'est les multinationales. Alors, vous allez le voir un peu plus tard, ici, la mosaïque des opérateurs. Hein. Botu, Cooper Pharma, Pharma 5, c'est un exemple. Et bien sûr, Sanofi, GSK et Novartis, c'est les multinationales qui sortent du lot par rapport à ce marché. Alors, c'est assez intéressant. Alors, si on devait ressortir cette même diapo, il y a, allez, une dizaine d'années, allez, on va vieillir ensemble, 20 ans, on aurait vu deux blocs. On aurait vu le bloc des multinationales et on aurait vu en bas, beaucoup plus bas, les, comme on dit certains, les autres, les opérateurs locaux et les régionaux. Ici, moi j'aime bien appeler ça la mosaïque pharmaceutique au Maroc parce que, regardez, Botu, local, Sanofi, multinational, Cooper, local, GSK, multinational, Novartis. Donc c'est un petit peu une suite de mosaïque par rapport au laboratoire. Alors, évidemment, quand on prend un laboratoire comme, allez, Astra, 20% de croissance en une année, il faut aller les chercher, hein, les 20%. Hein. On parle d'un marché qui fait 2,4% de croissance. 2,4% de croissance. Sotema, notre fleuron national, force le respect avec sa croissance à pratiquement 22%. Et bien évidemment, Botu, qui fait une croissance, mais inférieure à celle du marché en une année qui est de 8,2. Alors, cette colonne-là, les CAGR, c'est la croissance moyenne sur 4 ans. Hein. Sur la croissance annuelle, c'est 8,2. D'accord? Donc, voilà. Donc, retenir sur cette slide, c'est la mosaïque pharmaceutique marocaine qui est composée et contrebalancée entre multinationales et locaux. On continue. C'est ce que je vous disais au départ. Je suis bon sur le timing. Ce que je disais sur le départ, c'est que aujourd'hui, souveraineté oblige, traitement oblige et spécificité marocaine oblige, c'est les anti-infectieux, c'est les antihypertenseurs, maladie chronique oblige, les non-thérapeutiques. Alors, par non-thérapeutique, comprenons-nous bien, nous parlons du lait infantile, nous parlons des dermocosmétiques, des compléments alimentaires. C'est déjà une classe thérapeutique qui est dans le podium. Si on devait décerner une médaille, la médaille de bronze irait à ce segment. Et puis, les anti-allergiques et les anti-ulcérants. Donc, en gros, on a le top 5 des classes thérapeutiques qui totalisent plus de 25% de part de marché, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'ai pensé qu'il était opportun et intéressant de partager avec vous un petit peu. Je pense que personne ne sera surpris. Je m'adresse à des pharmaciens, donc dans vos sorties quotidiennes, l'augmentin, ce n'est pas une surprise, vous le voyez tout le temps. Janumette pour le diabète, un anticoagulant comme le Rexaban ou l'amoxicilline pour l'amoxil. C'est franchement un reflet, à mon sens, assez parlant de ce qui se passe dans vos officines respectives. Victoza est en 15e position. Alors, c'est peut-être, probablement ma slide préférée parce que très souvent, on nous dit oui, mais le Maroc, on n'est pas très bien positionné quand il s'agit d'enregistrer des médicaments. Non, messieurs, dames, on est très bien. On est très bien dans la mesure. Si vous voulez vous comparer en matière d'enregistrement de nouvelles molécules au Maroc, on est très bon. On est très bon parce qu'on se compare à des pays supposés être un peu plus avant-gardistes. Les NME, les New Molecule Entities, les nouvelles molécules à enregistrer en 2021, ça c'est une étude qui a été faite en 2021, le Maroc a pu enregistrer 31 molécules. On est classé, je crois, que je ne dise pas de bêtises, 7e. Donc, avant la réforme de l'AMO, avant ce gros chantier, on était déjà 7e. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de contextualiser tout cela et refaire cette même étude et dire combien de nouvelles molécules on a pu enregistrer et quel a été le temps d'enregistrement pour chaque molécule. Voilà, je pense avoir tout dit et je suis à votre écoute pour toute question nécessaire. Merci beaucoup, Nadir. Merci beaucoup. Moi, je vois
moi, je vois j'ai de l'inquiétude, hein, parce que, au fait, moi, je vois de la croissance dans le marché. Ça va venir. Vous parlez de 7% de prévision de croissance. Et en même temps, nous avons un dilemme. On parle d'une baisse de prix, une baisse du chiffre. Les pharmaciens, en moyenne, ils tablent sur une baisse de chiffre de 15%, hein, par rapport à l'année prochaine. Donc la question, c'est comment on va s'adapter à cette nouvelle donne. Alors. Et c'est pour ça que je donne la parole à M. Gdira, qui est le président du Conseil national de l'ordre, pour nous donner sa lecture de ces chiffres-là et quel serait l'impact de la baisse des prix sur le chiffre d'affaires des officinaux, s'il vous plaît. Oui, merci pour l'invitation. Je suis extrêmement ravi d'être parmi les consoeurs et les confrères. Alors, le Maroc, depuis l'intronisation de Sa Majesté, a pris une destinée sociale d'une manière très claire. D'autre part, la Covid-19 a montré les limites du système de santé au Maroc. Donc, on a été obligé de prendre des décisions courageuses et donc la refonte du système de santé. Aujourd'hui, nous avons eu une loi cadre articulée sur 4 axes, notamment la gouvernance. Nous avions un problème de gouvernance au sein de notre système de santé et la numérisation du système. Parce que justement, nous étions en train de développer là des données, mais je pense que ça ne reflète pas à 100%, j'allais dire, mais bon, peut-être à 90-95% la réalité du marché. Aujourd'hui, nous souffrons de problèmes au niveau des caisses. Nous souffrons de problèmes au niveau du financement de l'AMO, parce que l'État social, c'est une assurance maladie obligatoire pour 35 millions ou 37 millions. Aujourd'hui, nous avons encore 10 à 11 millions. On parle de 24. Officiellement, depuis hier, on a lancé 24 millions d'adhérents à l'AMO. Nous avons 11 à 12 millions qui sont censés encore intégrer. Alors qu'on devait être à 100%. Et lorsqu'on dit une assurance maladie obligatoire, et ce sont des grands choix du pays, nous sommes dans l'obligation d'assurer et les soins, et les médicaments, et la radiologie, et tout. Ça, d'une part. D'autre part, nous avons la moyen âge est en train de changer au Maroc. Enfin, la société marocaine est en train de vieillir un peu plus, avec un rythme supérieur. Et donc, nous aurons besoin davantage de médicaments. En plus, nous avons dans les 70 000 nouveaux cancéreux chaque année. Et vous savez très bien que les anticancéreux coûtent cher. On est en train de mener un grand travail de ménage. Je pense que le système doit absolument passer au crible au niveau de toutes ces étapes. C'est le travail de la haute autorité de santé qui n'a pas encore démarré malheureusement, mais c'est son travail. Maintenant, les chiffres présentés. Ces chiffres, ils ont plusieurs lectures. On parle d'une croissance. Est-ce que c'est une croissance globale? Est-ce qu'on peut avoir une ventilation de ce taux de croissance? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de l'officine, au niveau des autres intervenants? Moi, je pense qu'il y a encore matière à réfléchir davantage, à pousser davantage, et ce ne sont que des données réelles qui peuvent éventuellement nous renseigner sur le marché réellement. Voilà. Des données réelles qu'on pourrait avoir comment? Nous sommes en train de... Parce que la source officielle des data, c'est INCUVIA, ça a toujours été l'IMS avant. Nous étions en discussion tout à l'heure. Il faut convaincre les pharmaciens à ne plus avoir une sorte d'esprit conservateur. Je m'explique. Il faut introduire de plein fouet la numérisation au sein des pharmacies d'officine. Il ne faut pas avoir peur pour les données.
Et donc, c'est à travers des données de qualité qu'on peut avoir des résultats de qualité. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est Hamza. Alors, un point. Alors, juste pour faire écho à ce que vous venez de dire, la baisse des prix en tant que telle n'a jamais été une menace. C'est erroné de considérer une baisse de prix comme une menace. Une baisse de prix est un outil de monitoring. La question qui trouve essence ici dans la discussion, c'est est-ce que le marché marocain est élastique? Je m'explique. Aujourd'hui, dans les études, vous pouvez trouver ça en recherche documentaire, le patient marocain, dès que le médicament dépasse 500 dirhams, ça bloque dans sa tête. Et je peux comprendre. Hein. Le marché marocain n'est pas assez élastique pour des médicaments premium en oncologie. On parle de thérapie moyenne à 3 000, 4 000 euros mois. Maladies rares, parfois ça va au-delà. L'hémato-oncologie. Là, la discussion devient cruciale. Donc, baisser les prix, si le marché est assez élastique, je baisse de 20%, les volumes augmentent de 20%, j'ai réglé le problème, je suis content en tant que laboratoire, le pharmacien a une rotation qui continue, et le patient est traité. Et tout le monde va s'applaudir. Donc, l'autre point, gardez en exergue une chose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est assez frileux et que les autorités zooment de très près le pricing des médicaments, à juste titre. Je vous donne un chiffre, gardez en tête. Aujourd'hui, dans les dépenses de santé au Maroc, vous prenez tout le budget de santé au Maroc, 19%, c'est un chiffre de 2023, oui. 19%, c'était du médicament. Je vais essayer de faire une comparaison avec la France. 19%, c'est énorme. En France, c'est 10%, et il crie au scandale. Donc, il est tout à fait normal que nous parlions d'harmonisation des prix. L'autre point, on parle du médicament, c'est une chose, mais gardons et mettons en exergue une chose. Nous avons une nomenclature à 3000 actes qui est budgétivore également. Merci Nadir. Merci. Ok, si vous pouvez juste raccourcir rapidement pour qu'on puisse donner la parole au... Je parle... Tu sais quoi? Non, mais en tout cas, on pourra en parler le débat à la fin. Si c'est un point intéressant, mais oui, je l'entends. Donc, en fait, je m'adresse à Dr Moutaoukil, qui est présidente du Conseil régional Sud, qui regroupe beaucoup de pharmacies, disons, périurbaines, petites villes moyennes, de taille moyenne, périurbaines, et puis rurales aussi. Comment vous voyez l'impact de ce projet de baisse des prix sur ces pharmacies-là, surtout en milieu rural et petites villes? Merci. Donc, si vous voulez, je commencerai par commenter les chiffres avancés. Allez-y. Donc, les chiffres avancés par l'expert Equivia montrent que on devrait être optimiste par rapport à la croissance du marché privé de médicaments. Et quand je parle de marché privé, je parle bien sûr d'officines. Et on parle spécialement du médicament et non pas du marché pharmaceutique. Parce que quand on parle marché pharmaceutique, c'est la diététique en plus les compléments alimentaires et tout ce qui est médication du bien-être et qui est en plein essor maintenant au Maroc comme d'autres pays et qui pour moi, constituent des niches pour les pharmaciens pour améliorer leurs revenus. Donc la baisse, certes, elle aura plus d'impact sur les petites pharmacies par rapport aux pharmacies moyennes ou aux grandes pharmacies, et surtout dans le rural. Et d'où la nécessité de réfléchir à des niches et des possibilités d'expertise des pharmaciens où ils pourront bien sûr maintenir l'équilibre de leur officine. Je vois dans l'un des axes les prévisions pour 2025. Les prévisions pour 2025, un taux de croissance de 7% en valeur. Et pour 2026, en discutant tout à l'heure aussi avec
expert IQVIA, ça coïncide plus ou moins avec les chiffres que j'ai. Ça serait de l'ordre de, si on parle que de marché grossiste, marché sorti grossiste, de l'ordre de 3 à 4%. Mais si on parle du marché global, c'est-à-dire y compris les ventes directes des laboratoires, elle est de l'ordre de 7%. 2025, elle est de l'ordre de 9%. Mais comme on en a discuté tout à l'heure avec notre cher intervenant, c'est que dans les conditions optimales où la digitalisation est effective dans toutes les pharmacies, le dossier pharmaceutique connecté, le tiers payant généralisé dans les meilleures conditions, avec des délais de remboursement qui pénalisent pas les pharmaciens, maximum 1 semaine et non pas 3 mois malheureusement. Donc, vu le projet de fusion entre la CLOPS et la CNSS, on pourrait être optimiste par rapport au délai parce que la CNSS, elle l'a prouvé, maximum c'est dans 1 semaine. Sinon, ça sera la faillite pour tout le monde, même pour les grandes pharmacies. Donc tout ça, c'est des conditions qui vont conditionner l'amélioration du chiffre du pharmacien. Bien sûr, peut-être pas tout de suite, mais on parlera aussi des niches et des dossiers où le pharmacien pourra être expert et faire la différence. Surtout que c'est un acteur incontournable pour la prévention. Et Dieu sait qu'aucune caisse, aucun budget d'une caisse de remboursement ne peut résister sans la prévention. Sans la prévention, tout le monde est voué à la faillite. Et donc, le pharmacien, vu sa proximité géographique, vu le nombre qui couvre plus que les recommandations de l'OMS, à savoir normalement 5000, une officine pour 5000 habitants, nous sommes à une officine pour 2600 habitants, nous sommes partout. Donc, c'est un relais de prévention. C'est un relais où on peut améliorer l'accès aux soins dans les officines et je développerai bien sûr plus tard. Merci. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, juste un chiffre. Par rapport aux 11 millions ou 12 millions qui vont encore basculer dans l'AMO, qui n'en bénéficient pas encore, si ça se réalise en 2026, ça sera vraiment une grande opportunité pour développer les officines économiquement et bien sûr l'industrie. J'ai un chiffre. En 2023, nous avons un taux de croissance en valeur de 4,1% à peine. Alors que c'est l'année où l'AMO il y a eu l'extension de l'AMO. Tout ça pourquoi? Parce que tous les médicaments ne sont pas remboursables, les taux de remboursement sont faibles et le out of pocket pénalise encore le patient. Ça, c'est pour les médicaments normaux. Alors, pour les médicaments qui coûtent encore plus cher, aucun patient ne pourrait débourser 4 000 euros, 40 000 dirhams, 50 000 dirhams et attendre de se faire rembourser. Donc, ça pénalise le patient. Et autre chose, avant que j'oublie, c'est que la baisse des prix, ça sera une opportunité. Je rejoins notre collègue. Pourquoi? Dans le sens où la baisse des prix va pouvoir permettre au régime d'assurance AMO d'élargir l'AS, la Haute Autorité de Santé, d'élargir la liste de médicaments remboursables, de revoir le taux de remboursement. Cette flexibilité va pouvoir, cette gymnastique au niveau des prix... En tout cas, espérons-le, parce qu'on a déjà vu première loi qui a fait baisser les prix. Il n'y a pas eu d'impact en volume au niveau des officines, malheureusement. Maintenant, c'est pour ça qu'on se pose la question. Il est un petit peu timide, mais si on lit c'est vrai qu'on est plus ambitieux. Mais il y a eu un taux de croissance quand même signifiquant. Mais pas assez pour permettre la survie des femmes. Merci beaucoup, docteur. Donc, je cède la parole à docteur Idoudar. Qui va nous parler de son expérience de praticienne à Casablanca. Moi, j'aimerais bien voir son insight du terrain. Comment elle analyse la situation. Comment docteur Idoudar, vous analysez la situation côté marché versus des prévisions de baisse de marge? Ok. Merci. D'abord, je voulais remercier Monsieur Bouayyad pour sa présentation. C'est vrai qu'on voit un changement global du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plus de génériques et qu'on a une croissance à venir. Moi, je ne suis pas installée depuis très longtemps, je suis installée juste depuis 3 ans. Avant, j'étais en industrie. Je sais pas comment cette croissance qui sort de ces études-là va se répercuter sur le secteur officinal.
parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que demain, on va annoncer une croissance, on va mettre un dossier partagé pour les clients, que ça va se faire l'année suivante. Non. C'est multifactoriel. Il y a plusieurs instances qui interviennent, etc. En tout cas, c'est un peu antinomique ce qu'on voit, parce que là, on nous annonce une croissance à 7%, mais en réalité, comme disait Steven Taïeb, quand on voit la baisse des prix à venir, on se dit où on va. Mais la baisse des prix, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera impactante selon le profil de votre chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires de votre officine. Si aujourd'hui, vous avez fait le choix de faire du 90% médoc et 10% autres produits, peut-être vous serez impacté un peu plus que quelqu'un qui fait 50-50. Donc, il ne faut pas attendre la baisse des prix. La baisse des prix, je pense que c'est quelque chose que les autorités travaillent depuis un certain nombre d'années, qui va être inévitable, qui va arriver doucement à un moment donné. Je pense qu'il faut la prendre comme une opportunité, d'accord ? Et ne pas se dire demain je vais avoir une baisse de prix et le marché va croître. Ça ne marche pas comme ça. Hein. En 2013 déjà, on avait annoncé que si on intégrait plein de monde dans l'amont, on va avoir une croissance, etc. Ça ne s'est pas vu parce que ce n'est pas un élément qui impacte. C'est plusieurs éléments et on est nombreux sur ce changement. Hein. Il y a nous, il y a les caisses, il y a l'État, il y a l'agence du médicament, il y a la manière de fixer les prix, etc. Moi, personnellement, sur le terrain, dès mon installation, je n'ai pas fait le choix de me mettre que sur les médicaments parce que le pharmacien, d'abord, il délivre le médicament, il le vend bien sûr, mais il peut faire plein d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la baisse des prix comme une opportunité pour se transformer. Parce que si on ne se transforme pas, on ne survivra pas. Voilà, donc moi, c'est juste ma petite intervention à ce niveau-là. Merci beaucoup. La parole à Dr Zalim pour avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Donc, je tiens à remercier mon ami Younes pour m'avoir invité à ce plateau. Moi, pour les chiffres, je vais les interpréter différemment. Pourquoi je vais l'interpréter différemment? Parce que les prévisions d'augmentation, tout ça, c'est prévisionnel. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, on fait des prévisions sur la base des prix actuels. Donc, il n'y a pas encore la baisse. Donc, est-ce qu'avec la baisse, il y aura l'augmentation du chiffre d'affaires, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas vu sur la présentation des chiffres les produits qui posent problème. Aujourd'hui, avec l'étude de Southbridge, on connaît les produits qui posent problème. Ils ne sont pas là. D'accord? Ils ne sont pas là. Les 3 T4. Ils ne sont pas là. Les 3 T4 ne sont pas là. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la baisse du prix des médicaments, ce qui nous intéresse, c'est les T1, T2. Les T3 ou les T4, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et ce sont ces produits qui posent problème aux caisses. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, ce sont des produits, au jour d'aujourd'hui, on peut donner un chiffre maximum, il n'y a que 20 pharmacies d'officine qui monopolisent ces produits-là. D'accord? Ce n'est pas moi qui dis ça. Donc, lorsqu'on voit ces chiffres-là, il faut toujours les prendre en considération. Deuxième élément, on a les génériques qui prennent de la place. Ça, c'est bien. Mais on a d'autres produits qui sont en train de prendre la place, mais ils ne sont pas dans leur totalité dans le secteur des officines. Je parle des compléments alimentaires. On n'a pas le monopole des compléments alimentaires. On n'a pas le monopole des diététiques. On a le monopole de beaucoup de produits qui ne sont pas dans notre circuit. Un des éléments essentiels qu'il faut toujours avoir à l'esprit, et ça, c'est que la baisse de prix, on peut dire, c'est un phénomène mondial. Tout le monde est en train de baisser le prix. Donc on ne va pas aujourd'hui dire on est contre la baisse de prix. Mais ce qu'il faut savoir, il faut essayer de développer ce qu'on va parler aujourd'hui, un nouvel modèle économique. Parce que si on continue à avoir dans notre chiffre d'affaires une part importante des médicaments par rapport à d'autres produits dans lesquels
ce sont des produits qui font partie du monopole, mais qu'on a une concurrence rude par rapport à d'autres choses. Donc, on va pas vivre. Et un dernier élément, lorsqu'on prend 2023 et 2025, 2023, il y avait une conjoncture spéciale, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une solution pour la baisse des prix des médicaments, parce que tout le monde dit que les prix des médicaments sont chers, ok? Et même si on a baissé les médicaments, mais il n'y avait pas un impact réel sur, c'est pas sur le volume, sur l'accessibilité des patients aux médicaments. On est resté les mêmes unités. Je ne parle pas valeur, les mêmes unités. D'accord? La conjoncture 2025 est une autre conjoncture, tout à fait différente de 2013. C'est quoi? C'est que l'État actuellement, il a ouvert un grand chantier social, d'accord? Et il a, dès les premières années, il a senti que les caisses, ils sont en situation financière difficile. Qu'est-ce qu'on va faire pour sauver ces caisses-là? On tourne vers quoi? On tourne vers le médicament. Pourquoi on tourne vers le médicament? Parce que le médicament représente presque la CNSS en 30-31% du remboursement, et dans la CNOPS, 33%, donc le 1/3. Donc automatiquement, pour eux, baisser le prix des médicaments, c'est baisser le taux de remboursement, donc donner une longévité les caisses. Donc la conjoncture de 2025 est tout à fait différente de 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre 2013 et 2025, nous, les pharmaciens d'officine, on n'a pas su se réformer dans beaucoup de choses. Donc, c'est vrai, en 2013, on nous a dit qu'il y aura des mesures d'accompagnement, ça c'est bien, et les grandes lignes, on les connaît. Mais en 2025, lorsqu'on fait l'analyse de la situation, on n'a rien comme mesure d'accompagnement. On est toujours dans un, on peut dire, surtout pour le médicament, dans l'anarchie totale. Maintenant, je parle franchement, T3 et T4 dans une situation de monopole, avec un sort de dirigisme. Donc, on parle des prix remisés qui sont pratiqués. On a des prix remisés qui sont pratiqués. Il y a beaucoup de pratiques qui sont illégales. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Ce sont les rapports des institutions constitutionnelles qui ont relevé ce constat-là, et que normalement le ministère de la Santé, qu'il doit les prendre en considération dans l'élaboration de sa stratégie, de sa politique, qui ne le fait pas. Malheureusement, c'est la situation, la réalité des choses. Donc, effectivement, on a besoin de diversifier. C'est pour ça que je vais céder la parole à Dr Hamza Gdira pour qu'il nous donne des pistes de réflexion sur quelle part de marché, vers quel segment hors médicaments on pourrait augmenter. Si vous permettez, moi je n'ai pas donné mon point de vue sur le projet de décret. Allez-y. J'ai respecté un petit peu je croyais que vous avez la hiérarchie des points. Allez-y. Premièrement, moi j'ai quelque chose à dire. Les pharmaciens du Maroc ont été les premiers à réclamer la baisse des prix des médicaments. Je m'explique. Nous sommes l'interface avec la population et nous vivons quotidiennement les malheurs de la population. Et donc, en 2018, nous avons demandé la baisse des prix des médicaments chers, les T3, T4, parce qu'en 2013, il y avait entente sur un certain modèle de prix pour ces deux catégories, T3, T4. À la dernière seconde, le gouvernement avait cédé et il avait ajouté 10% pour les multinationales. Et donc, en dehors du fait que les prix qu'on recevait n'avaient aucune base. Et il y a une étude de la CNOPS et de la douane qui a révélé toutes ces dérives. Donc, la baisse des prix, oui, nous sommes favorables à la baisse des prix. Maintenant, le problème qui se pose pour le pharmacien, notamment le pharmacien d'officine, c'est indexer le gain du pharmacien d'officine sur le PPV. Tant que le PPV baisse, les gains du pharmacien vont baisser. Or, nous sommes quand même dans un pays où il y a une inflation. Le gouvernement lui-même a ajouté
des 1500, des 2000 dirhams, des 4000 dirhams et plus pour les médecins et pour les instituteurs et ainsi de suite. Donc on ne peut pas... Sauf pour le pharmacien. On ne peut pas... On est les laissés pour compte, on est oublié par le gouvernement. Donc, il n'y a aucune mesure de compensation qui a été faite soit en 2013 ou la prévision de mesures de compensation. On n'est pas à l'aise à Hamza. C'est pour ça qu'on insiste sur ce genre de questions. Et nous avons une partie de la communauté pharmaceutique qui est en réelle difficile. Je ne vais pas dire plus que ça. Quand on parle de 4000 pharmacies au bord de la faillite, c'est le tiers de la difficulté. Et ce sont, bord de faillite, c'est-à-dire ils vont baisser rideau, ils vont licencier du monde, ils vont plus travailler. Et ce sont des consoeurs et des confrères à nous, ce sont nos enfants et ainsi de suite. Et donc on doit absolument penser à eux. Ça d'une part. D'autre part, j'ai l'impression qu'on a trop tiré sur le médicament seul. Or, le parcours de soins, mais fiche doigt. Il y a la clinique, il y a la biologie, il y a la radiologie et ainsi de suite. Et donc là aussi, il y a de l'effort à faire. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, le travail de la haute autorité de santé n'a pas encore démarré. Il faut choisir quelle médecine on veut pour ce pays. Une médecine basée sur la prévention, une médecine préventive, une médecine, un médecin de famille comme choix. Parce qu'aujourd'hui, pour la même pathologie, un malade peut voir 4 spécialistes, déposer 4 dossiers et se faire rembourser sur les 4 dossiers. Voilà, je parle d'une question de vision, d'une question de gouvernance. Mais vu qu'on n'a pas trop accès à la politique et à la vision, nous, on va se concentrer plutôt sur ce qui peut nous intéresser comme officinaux. Où est-ce qu'on va trouver les leviers de croissance? Non, mais on ne peut pas trouver des leviers de croissance si on n'évoque pas le côté politique. Ah, c'est sûr. Parce qu'il y a des grandes décisions. Mais on n'a pas le droit des décisions à prendre. Non, tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit. Non, ne t'en fais pas. Et je ne critique personne. Je suis en train juste d'évoquer certaines idées, sans plus. Donc, je dis qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, comme ce qu'a dit Zalim, à un autre modèle économique. Le pharmacien rend énormément de services au système de santé, aux malades. Il faut probablement accorder des nouvelles formes de rémunération. On est impatient. Sincèrement, on est impatient. Pour qu'il puisse, lui aussi, vivre dignement de son métier. Voilà. Charles, merci. Mais si on veut parler si on veut parler des autres segments porteurs, je cède la parole à Dr Moutaouki. Comment vous voyez les autres volets qui pourraient nous intéresser en officine pour récupérer un peu la perte sur le chiffre d'affaires? Merci. Avant, je voudrais juste rappeler la part du médicament T3, T4 dans le marché privé en 2024. Le marché médicaments au niveau de l'officine. Les deux, c'est de l'ordre de 9,8%. Non, pardon, 8,9%. C'est la part du marché des T3, T4 qui est monopolisée par une vingtaine de pharmacies. Donc c'est un chiffre qui n'est pas important à notre niveau parce que, d'une part, la majorité, elle est livrée souvent d'une façon illégale par les cliniques. Donc déjà, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution par rapport aux pharmaciens dépositaires. Et là, les laboratoires, ils doivent arrêter de jouer un jeu malsain, que ce soit par rapport aux cliniques ou bien par rapport aux pharmaciens dépositaires, parce qu'ils pénalisent avant tout l'accès géographique d'une façon équitable de tous les patients, avant de pénaliser aussi toutes les officines. Parce qu'on remarque de plus en plus que certaines pharmacies sont livrées, d'autres pas, certaines villes sont livrées, d'autres pas, même par rapport à d'autres médicaments. Et ça, c'est pas normal, on doit tous combattre ces pratiques-là. Donc avant de parler de l'État et de ce qu'elle doit faire, on doit faire le ménage à l'intérieur, au niveau des labos et au niveau des pharmacies, et bien sûr les cliniques. Et quand je parle des cliniques, en milieu hospitalier, tout confondu, 6,5 milliards de dirhams en 2024 de médicaments sortis grossistes. Donc ces médicaments-là, la majorité doit se retomber au niveau de l'officine. Tout ça pour vous dire que ce qui est avantageux pour moi, à mon sens, hein, j'espère que je ne me trompe pas, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire et me convaincre, j'aimerais bien. C'est que avec le projet de décret, nous aurons tous les médicaments qui sont au-delà de 500 dirhams, c'est-à-dire une partie du T2, une partie des T3 et les T3 et les T4
qui vont subir une baisse importante, beaucoup plus que les 2,5 à 10% au niveau des T1 et T2. Et ces baisses, en plus des prix apparents et prix négociés. Je m'explique. Le prix négocié va permettre aux caisses d'avoir des ristournes annuelles par rapport au volume de vente fait pour un tel médicament budgétivore. Exemple, les centaines de médicaments qui posent problème, c'est une façon dont les caisses vont trouver la solution. Ce qui va amener à ce que les labos seront une source de revenus pour les caisses et non pour les pharmacies dépositaires et les cliniques. Et à mon sens, ça va permettre l'accès géographique encore plus étendu dans toutes les pharmacies, dans toutes les villes. Ça, c'est un bon. Et les centaines de médicaments, je m'explique, ça sera des médicaments, cette liste sera dynamique. Ça sera pas toujours, c'est annuel, et ce ne sera pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, on a réglé cette année le problème d'une centaine de médicaments. L'année d'après, il y aura peut-être d'autres médicaments qui vont entrer, qui seront coûteux, et les caisses vont pouvoir négocier le prix en fonction du volume de vente réalisé. Donc, pour moi aussi, ça aussi, c'est une opportunité. Alors, les secteurs ou les niches où on peut développer l'économie de l'officine, on a parlé de compléments alimentaires. Le complément alimentaire, la dermocosmétique, la nutrition, la phytothérapie, c'est des domaines de compétences du pharmacien qui doivent être valorisés et on doit se former et se spécialiser. Quand je dis se former et se spécialiser, la formation continue par rapport à nos connaissances scientifiques, mais aussi en matière de management et de gestion pour pouvoir être au diapason et pouvoir suivre cette évolution de ce marché qui est d'une évolution énorme et faire la différence par rapport aux autres points de vente qui constituent une concurrence. Mais bien sûr, avec les propositions des syndicats qui sont soutenus par le Conseil de l'ordre, à trouver des solutions pour une certaine catégorie de compléments alimentaires où nous avons des principes actifs qui constituent des risques d'interaction médicamenteuse. Je ne parle pas d'effet thérapeutique, parce que le complément alimentaire, c'est pour un effet préventif, non pas pour un effet curatif. Mais par contre, l'efficacité même, elle est remise en question par rapport au complément alimentaire. Elle n'est pas toujours avérée, mais ce qui est avéré, c'est les interactions médicamenteuses, c'est Hafdi peut le confirmer, c'est les interactions médicamenteuses, c'est les effets secondaires qui est avéré par rapport à certains compléments alimentaires. C'est un argument valable pour les faire revenir au niveau de l'officine. Je parlerai aussi, si vous avez remarqué, les grandes pharmacies, et je les félicite, au niveau de Casablanca ou d'autres villes, ils ont un espace très grand, ou un espace d'accueil de patients où ils peuvent développer aussi ces compétences. Et d'où je vais vous faire une confidence, au niveau du Conseil de l'ordre, quand un pharmacien veut élargir la surface de sa pharmacie en acquérant un local à côté, tout de suite, je donne avis favorable. Pourquoi? Parce qu'il faut être compétitif avec les paras, avec tous les grands centres qui font la même activité que nous par rapport à ces produits-là. Mais à condition, je dis bien, parce que la loi ne permet pas. Mais moi, la condition que je mets, c'est à condition que l'entrée de la pharmacie reste la même et que ce soit une vitrine, le magasin à côté soit une vitrine. Donc une réflexion aussi à donner les moyens aux pharmaciens pour pouvoir être concurrentiels. Nous avons aussi le droit de substitution. Le droit de substitution, s'il est instauré, ça sera une occasion pour le pharmacien, après, d'accord, sans problème, se spécialiser. Il est temps de se spécialiser. Un pharmacien phytothérapeute, un pharmacien spécialisé en diabétologie, encore mieux, un pharmacien spécialisé en nutrition, diabétologie chez l'enfant. Pourquoi pas? Donc il faut se former, il faut trouver des créneaux où on peut faire la différence et bien sûr nous imposer, parce qu'il ne suffit pas de réclamer. Il ne suffit pas de faire des propositions. Il faut nous imposer par la formation et par la pratique. En pratique, sur le terrain, le conseil en diététique par rapport aux malades chroniques, nous avons 12 millions de Marocains en 2024, 12 millions de diabète, 12% de la population est diabétique. La population fait les enfants et les adultes. Donc c'est une population qui consomme les budgets des caisses de remboursement. Et nous devons faire nos preuves
pour montrer que grâce à nous, on fait de la prévention. Grâce à nous, on fera du dépistage. Grâce à nous, on appuiera l'observance du traitement. Grâce à nous, on fera l'éducation thérapeutique. Et tout ça, ça mérite rémunération parce qu'on va faire des économies phénoménales par rapport aux caisses qui doivent être conscientes que sans nous, ils ne pourront pas faire de prévention et pas de pharmacoéconomie. Dans le cadre du dialogue actuel, est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté d'aller vers la rémunération de l'acte officinal? C'est débattu. C'est l'une des recommandations du bureau d'études Southbridge, qui, je rappelle, il a fait l'étude sur la rénovation du système de santé, dans sa globalité et une partie réservée au secteur médicaments et industrie pharmaceutique. Donc c'est l'une des recommandations. Maintenant, il faut être réaliste. Comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qu'on réclame. Madame Rghibi vient d'arriver, elle peut le confirmer, même depuis l'époque Wardi. On a réclamé. Et il y a même un responsable, que je ne citerai pas son nom, quand on leur parlait d'actes pharmaceutiques, valorisation de l'acte pharmaceutique, ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais il a réussi à l'intégrer, les autres aussi l'auraient. Et maintenant, on la voit comme recommandation. Nous avons au Québec le pharmacien prescripteur. Le pharmacien le fait depuis tout le temps, il est considéré comme un acte illégal au niveau de l'officine. Il traite les angines virales, il traite les petites pathologies. Et il y a 4 ans, c'est passé dans la loi au Québec et ils sont contents de l'avoir, alors que nous, la loi ne suit pas la réalité. La loi ne suit pas le désert médical. Il y a la télémédecine, un autre créneau. Juste un point, s'il vous plaît, quand vous parlez de loi. Vous parlez de loi, mais on est encore régi par un daïr centenaire qui part sur les stupes. Ouais. Il y a une dichotomie dans le discours. On sent que on veut avancer, mais en même temps, on ne réforme pas. C'est pas logique avoir une épée de Damoclès sur la tête pour l'officinal avec un daïr de 1922. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans de ce sens-là? Je vais y revenir. Je crois que j'ai perdu le fil par rapport Vous parliez de loi et réglementation, mais qui suit pas. La loi doit suivre, justement. Par rapport à la vaccination aussi, elle doit suivre. C'est un créneau. La vaccination en officine, surtout la vaccination de la grippe, la Covid, ou pendant les pandémies, le pharmacien doit pouvoir, bien sûr, quand je dis pouvoir vacciner, ça veut dire que l'acte sera rémunéré et remboursé par les caisses. Et non pas le patient, parce que d'un côté, le patient ne pourra pas le faire. D'un autre côté, avec nos pratiques, certains pharmaciens se plaignent de la baisse, mais ils font 15 à 20%, après les 4% de bonus acquis avec l'autre. Il faut quand même qu'on réfléchisse. La télémédecine, c'est un bon créneau. Nous avons un désert médical. Vous êtes en train de partir sur tous les axes que je voudrais développer, mais d'un coup. Non, parce que vous m'avez dit les créneaux qu'on peut développer. Merci Madame Outaoukin, merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Zalim. Le problème, c'est pas ces missions-là, le modèle économique ou tout ça. Le problème chez nous, aujourd'hui, on n'est pas capable d'offrir une réforme juridique. C'est le problème, c'est pour les missions, le droit de substitution, les tests rapides, les préparations à l'officine, les compléments alimentaires et tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, presque toutes les institutions constitutionnelles, à savoir la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence, ils ont mis le doigt sur la grande problématique du secteur, ou le cadre juridique qui est obsolète. D'accord ? On veut pas. Nous avons un cadre juridique obsolète. On ne peut pas faire la vaccination chez nous dans les pharmaciens d'officine sans un cadre juridique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas maintenant demander la rémunération pendant les jours de garde ou pendant ça sans avoir un cadre juridique. On ne peut pas faire les tests rapides sans un cadre juridique. On va faire tout ça, mais comment on va être rémunéré? Est-ce que ces rémunérations vont être remboursées par les caisses ou pas? Donc, lorsqu'on parle d'un modèle économique, moi je parle documents, rapports. Moi, j'invente rien. Ce sont les rapports de 2 institutions qui ont dit, voilà, vous voulez réussir le chantier social, le chantier de l'assurance maladie obligatoire, il faut trouver un nouvel modèle économique dans le secteur pharmaceutique et spécialement les pharmaciens d'officine. Pourquoi? Parce que, comme a dit mon ami Hamza, nous sommes confrontés à une population qui est le premier point de contact avec le système de santé, c'est le pharmacien d'officine. Donc, lorsqu'il y a un Marocain qui est malade, il ne va pas chez le médecin, en premier. Il va chez le pharmacien. D'accord? Automatiquement, on est là pour améliorer l'accès aux soins, mais on n'est pas encadré juridiquement. Vous êtes un texte obsolète qui date de 1922.
est-ce que vous trouvez normal? Anna, j'ai honte de parler comme quoi nous sommes rigides d'un texte de 1922 qui est obsolète et qui ne sont toujours confrontés à une problématique, dit elle, une discordance avec le texte et la pratique quotidienne. D'accord? Donc, si on veut vraiment aller à l'avant et ne jamais penser le prix des médicaments, comme quoi ça a une influence sur notre activité, il faut penser espace de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos pharmacies? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la population en matière de prévention, en matière de traitement, en matière... Moi, je finirai par un seul point. Un seul point, voilà la vaccination, la grippe. Donc, j'ai senti que on n'a pas impliqué le pharmacien comme il faut dans les campagnes vaccinales. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une chute dans la vaccination des gens. Donc vous voyez, donc lorsqu'on a oublié un acteur essentiel dans le système de santé qui peut apporter beaucoup de choses, donc on est arrivé à avoir un taux de couverture vaccinale qui a baissé pour la vaccination de la grippe. Donc moi personnellement, on peut avoir le modèle qu'on veut. Mais tant qu'on n'a pas un accompagnement par l'État, un accompagnement juridique, on ne peut rien faire. Depuis 2013, on parle de 3 axes essentiels sur le plan réglementaire. On est en 2025, rien n'est fait. Premier, c'est le Conseil de l'ordre. Et le Conseil de l'ordre, il peut jouer un rôle très important, très important, dans l'assainissement de certaines pratiques qui se fait. Les pharmaciens dépositaires, le dirigisme, le non-respect de beaucoup de choses sur les règles déontologiques, il peut faire beaucoup de choses. Premièrement. Deuxièmement, c'est le cadre juridique qui régit la profession le pharmacien d'officine, et je parle seulement en matière de substances vénéneuses. Le DAER de 1922. Rien n'est fait. Le seul changement qui était fait en 2013 était en relation avec les médicaments tableau B, et je ne veux pas dire le contexte dans lequel le texte il a changé pour revoir le délai de prescription des médicaments tableau B. Troisième élément essentiel, c'est que on a commencé avec les organismes CNSS et la CNOPS, le tiers payant, mais la relation qui n'est pas bien encadrée entre les médecins et les laboratoires, on est arrivé à une situation que certains produits sont dans une situation de monopole. On est arrivé à une sorte de dirigisme, c'est-à-dire que c'est grave qu'une fois il y a un patient qui est diagnostiqué pour les maladies rares, les maladies chères, immunosuppresseurs, oncologie, rhumatoïde, tout ça, il est pisté. Lorsque j'ai dit il est pisté, c'est-à-dire il va suivre un circuit pour avoir ces médicaments, et on est 14 000 pharmaciens. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a 20 pharmaciens qui monopolisent ces produits-là? Ce n'est pas normal, parce qu'il y a un système, et je m'excuse de dire le terme mafieux, qui est installé, qui permet à certains de monopoliser ces produits-là vis-à-vis le reste de la population, les pharmaciens. Parfait, merci. Je cède la parole à Dr Idoudar. Alors, moi, je voudrais intervenir un peu dans le sens contraire de tout ce que mes confrères ont dit, qui est vrai. Devant ce qui se passe actuellement, à l'arrivée du décret des baisses des prix, etc., le pharmacien d'officine a la possibilité d'avoir 2 attitudes, en sachant qu'il est entrepreneur. Il est responsable d'une entreprise. Soit on va rester là, attendre, à se dire oui, j'attends que les autorités me pondent les textes, j'attends que les autorités me donnent, j'attends. Soit on va dire qu'on va bouger. Et ça veut dire quoi, bouger? C'est-à-dire que si vous voulez être encore là en 2026, 2027, vous êtes dans une ère et une opportunité de changement.
Si on vous dit aujourd'hui que l'officine doit s'exercer comme il y a 20 ans, on n'est ni sur le même marché, ni sur le même contexte. Dans votre officine, vous pouvez tout faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce qui est réglementaire. Moi, je ne peux pas piquer quelqu'un, d'accord? Mais je peux conseiller ce que je veux. Je suis le spécialiste des compléments alimentaires, d'accord? Je suis le spécialiste du matériel médical. Je suis le spécialiste de tous ces éléments. Après, je ne vais pas juste me déclarer spécialiste et le faire, non. Je dois avoir une équipe formée, je dois créer un espace. Tout ça, on a besoin de sous, on a besoin d'investissement, on a besoin d'un business plan. Vous vous posez, vous vous dites, OK, demain, je veux avoir une descente de compléments alimentaires. Et sur mon quartier, évidemment, ça, vous n'allez pas le faire comme ça de votre tête. Vous devez observer votre quartier, regarder ce qui arrive, est-ce qu'il y a du monde qui arrive, est-ce que votre quartier, il y a des nouvelles constructions. Parce que, attention, le Maroc change. Nos clients changent. Notre jeunesse change. Aujourd'hui, ce qui ne s'achète pas chez vous, il s'achète sur Internet. Il s'achète sur les plateformes d'e-commerce. بس بعد المرات بنادم تيجي تيبدا نيغوسي معاك لا دير لي الريميز لا دير لي هادي اختيار ديالك الا درتي ولكن من بعد ما تجيش تبكي تقول لا علاش درت له لا ما غديرلوش لان انت عندك ديبلوم وخصك توري له بان انت تتفهم في داك الشيء وكتعرف كيفاش كونسيي دونك اون بو با être juste dans l'attentisme. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas être dans l'attentisme. Maintenant, ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que si vous attendez, sachez qu'il y a un code du médicament et de la pharmacie qui date de 2007 2006 كاينين des décrets d'application مازال ما خرجوش غنبقاو نتسناو هنا بقى تسنى باش ديجيتاليزي لا ما تبقاش تسنى باش ديجيتاليزي غتنوض وغدير سيستيم دانفورماسيون وغدير لي زانفونتير ديالك كلشي كيتشكى كيقول لك لا عندنا لي زومبلاي لا كنتشفروا لا ما خصكش تشفر راسي خصك تقابل ستوك ديالك خصك دير لي زانفونتير ce que j'essaie de vous dire en tout cas moi j'apporte mon expérience personnelle moi j'ai créé la pharmacie que je voulais dans laquelle je veux rester بغيت نجي tous les jours بغيت نشرب القهوه ديالي بغيت نشوف الناس بغيت نكونسيي وفاش يجي الواحد تيقول لي لا كنشري عند لابارا اللي الفوق بالطون كنقول له مرحبا ماشي مشكل فهمتي غادي يجي المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه غيولي يجي عندي حيت il faut conseiller d'accord si le pharmacien ne prend pas sa place aujourd'hui il la perd demain et on est à un tournant soit vous le prenez soit le train va passer, il va être pris par d'autres investisseurs. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Nadir, vous rajoutez un mot? Là, vous avez l'intervention? Oui. Très rapidement, puisque nous parlons du parcours du patient, puisque nous parlons du pharmacien qui est un acteur majeur dans ce parcours du patient, on est tous d'accord. Il faut garder en tête que parmi les mesures de monitoring et de gestion de ce parcours de patient, et des coûts de dépenses, il y a ces protocoles thérapeutiques qui sont en place. Hein. Donc nous parlons de 29 protocoles thérapeutiques qui sont en attente de validation, dont le dernier ayant attrait à la chirurgie robotique. Et ça, pour bénéficier du remboursement à taux plein, il faudra suivre un parcours bien précis, comme ça se fait ailleurs. Hein. Donc, on va dire pour une note positive, hein, aujourd'hui, la problématique est identifiée. Le futur et comment ça va se passer, on le sait. Je pense, si tous les leviers se mettent en place, si toutes les agences prennent leur vitesse de croisière, je pense que le pharmacien et l'industrie pharmaceutique en général pourraient, je vais utiliser ce mot, voir le bout du tunnel. Je pense en tout cas. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour l'intervention. Donc, Sigdila, vous voulez rajouter un point là-dessus ou là on passe au thème suivant qui est le droit de substitution? C'est quand vous voulez, libre à vous. Allez-y, allez-y. Allez-y, à vous la parole au sujet du droit de substitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes qui? Non, premièrement, moi je voulais insister sur un point très important pour lequel, en tant que Conseil national, on avait fait appel de Question-réponse qui est programmée pour la fin. Il reste encore du temps. Merci. Je souhaiterais insister sur un point pour lequel on avait insisté en tant que Conseil national, c'est d'intégrer la formation comme obligation dans la loi. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Parce qu'il faut le reconnaître, le secteur souffre de problèmes de formation. Il faut qu'on arrive à conseiller, on arrive à donner des choses qu'on maîtrise.
Donc l'élément formation est essentiel. Deuxièmement, aujourd'hui, la pharmacie, elle doit se métamorphoser. Comme ce qu'a dit notre consoeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en dehors du médicament à développer au sein d'une pharmacie, notamment l'orthopédie, notamment enfin, tout ce qui est bien-être, au sens large du terme. Nous sommes bien placés et avec une formation adéquate pour le développer au sein d'une pharmacie. Aujourd'hui, avec la pénurie des médecins, et ce n'est pas uniquement le Maroc. Le point a été évoqué par Madame Moutaoukil. Je souhaite parler de tout ce qui est téléconsultation à partir des pharmacies. Parce que nous n'avons pas suffisamment de médecins et on ne va pas les avoir rapidement, malgré tout ce qu'on peut dire. Nous avons vécu la Covid et il y a eu des chiffres qui ont été publiés. En Chine, vous avez 280 millions de malades qui passent à travers des plateformes de téléconsultation. Vous avez, pendant la Covid, en France, on a remboursé tout ce qui est téléconsultation à 100% par la sécurité sociale. Et nous sommes dans l'obligation de passer par ce genre de circuit pour pouvoir assurer des soins corrects pour nos citoyens. Droit de substitution. Je suis un petit peu dans l'amertume dans la mesure où comment ça se fait qu'en 2025 et nous sommes encore en train de discuter de ça, de parler de droit de substitution comme si on va réinventer la roue. Premièrement, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 30 amoxicilline dans une pharmacie? Il faut que ça soit clair. Combien de génériques on souhaite avoir pour un princeps? 5, 10, 8, 10, 12. Notre problème au sein de la profession, et moi ça fait 10 ans que nous sommes au conseil ensemble, c'est que nous avons des grandes compétences au sein de la profession. Malheureusement, on n'en profite pas. Et donc, nous n'avons pas, on ne constitue pas une force de proposition pour les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, ils ont d'autres chats à fouetter. Ils n'ont pas que le pharmacien. Il faut que ça soit clair. D'autre part, vous avez évoqué tout à l'heure, et Cizelim l'a évoqué, l'assise juridique en termes de texte. Et vous avez fait la remarque qu'avait fait le Conseil national. Eh bien, concernant les psychotropes, sans exagération, probablement on a eu 50 réunions et des courriers à tous les niveaux. Chef de gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, la tutelle, la santé, EGG, la DMP, aujourd'hui oui, vous avez raison, le ministère public, procureur général, c'est parce que malheureusement on a eu quand même des confrères qui étaient en prison. Et pour des choses, il n'y avait pas de la mauvaise foi derrière. Et on a pu quand même faire des choses en faveur. Mais la vitesse, si vous voulez, de tout ce qui est juridiction dans notre pays est assez lente. C'est ça le problème. Et puis quelquefois, il y a d'autres priorités. Donc pour moi, le droit de substitution est une nécessité absolue qui doit intervenir immédiatement. C'est quelque chose qui rend service à tout le monde, inclus les caisses, inclus les pouvoirs publics. Mais qu'est-ce que ça veut dire que vous avez un patient face à vous dans votre pharmacie et vous êtes en train de faire le SOS pour parler avec le médecin pour un truc de rien du tout? Alors que, en termes de compétences, je pense que il n'y a rien à dire. On est prêt. Il n'y a rien à dire. Je cède la parole à Dr Zelim là-dessus sur le droit de substitution. De point de vue déroulement technique, comment on pourrait mettre ça en place, éventuellement aussi
si c'est accordé, et quel serait l'impact économique sur l'officinal pour le droit de substitution, parce que c'est pas gagné d'office. Donc, je vais commencer par un truc qui est très spécial concernant le droit de substitution. Au jour d'aujourd'hui, le droit de substitution pour le public, il est permis, et pour le privé, il n'est pas permis. Donc, tout le monde va être étonné. Pourquoi le public, il est étonné? Le public, tous les hôpitaux, je dis tous les hôpitaux du ministère de la Santé, appliquent le droit de substitution. Pourquoi? C'est très simple. Ils achètent par appel d'offres d'ici. D'accord? Donc ça, c'est permis, personne ne dit rien. Et même pour les biosimilaires. D'accord? Donc globalement, le droit de substitution, pratiquement, il est pratiqué dans les hôpitaux publics. Lorsqu'on voit dans nos pharmacies d'officine, ils nous privent de ce droit, alors que normalement, ce droit, c'est un droit le patient. Ce n'est pas un droit le patient pour avoir le droit de substitution parce qu'il a besoin de son traitement. Deuxièmement, les caisses. Et après, c'est le pharmacien d'officine qui va savoir gérer son stock. Donc, automatiquement, on a tous les ingrédients pour avoir le droit de substitution. Très simple. Au jour d'aujourd'hui, dans nos pharmacies, on a des molécules, il n'y a plus de princeps, il n'y a que le générique. Donner ce générique-là ou l'autre, c'est simple. Parce qu'il n'y a plus de princeps. Donc, il y a plusieurs princeps qui n'existent plus. Donc, on n'a que de générique. Normalement, ce qui devrait être fait rapidement, c'est que dans cette réflexion de la réforme de le prix, moi je dis franchement, on est arrivé au jour d'aujourd'hui de faire la distinction entre les médicaments qui vont être remboursés et les médicaments qui ne seront pas remboursés. Il faut arrêter de parler médicaments de tout ça. Il faut scinder la liste limitative. La liste limitative. Scinder entre les médicaments qui vont être remboursés et indexer le prix de ces médicaments sur le taux de remboursement. Et laisser les autres médicaments avec un prix libre. Parce que ça n'impacte pas les caisses, ça n'impacte pas les maladies lourdes. D'accord? Donc automatiquement, si j'ai un conseil à donner aux soi-disant les instances qui nous représentent et qui discutent avec le ministère, il faut parler d'une chose. Nous ne sommes pas contre une réforme de prix, mais nous avons besoin d'un nouveau modèle économique. C'est donnant-donnant. Vous voulez faire une réforme de prix, ok, mais le pharmacien, il a besoin d'un certain nombre de choses dans lesquelles vous êtes d'accord. Il est d'accord pour le droit de substitution, il est d'accord pour un nouvel modèle économique de la pharmacie, mais on ne sent pas qu'il est motivé à aller jusqu'au bout. Donc ce qui l'intéresse, lui, c'est faire sortir le décret le prix, avoir une baisse de prix, mais en contrepartie, il n'est pas motivé à donner aux pharmaciens d'officine tous les éléments qui lui permettent de travailler à l'aise, c'est-à-dire d'avoir un espace de santé, de conseiller, de faire beaucoup d'actes et d'améliorer l'état de santé de la population. On ne sent pas ça. On sent qu'il vaut une réforme de prix, il faut un décret de prix, mais en contrepartie, le pharmacien d'officine, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin seulement d'un cadre juridique clair et précis dans lequel il y a tout ce qu'on peut faire dans nos pharmacies, les vaccinations, les tests rapides, le conseil, les préparations, le conseil des compléments alimentaires, le droit de substitution et tout ça. Donc on a besoin d'un cadre réglementaire. C'est vrai, ce qu'a dit Jelila, c'est bien. Donc il faut avoir le courage de faire beaucoup de choses et de donner la valeur à notre métier, mais en contrepartie, il faut qu'on soit encadré. Et je termine par une chose qui est très essentielle, c'est que au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé n'arrive pas à concilier entre deux choses très importantes. C'est l'état financier des caisses et un secteur qui est le secteur, on peut dire, qui est le premier qui est en face d'une population qui a besoin d'éducation, qui a besoin de soins, qui a besoin de suivi et qui a besoin de beaucoup de choses. Donc il n'arrive pas à concilier ces deux éléments pour réussir sa politique. C'est ça le problème et c'est ça ce qu'on n'arrive pas à faire entendre chez les gens qui font de la politique. Peut-être, moi j'ai dit les gens qui ne, soi-disant, je dis
toujours soi-disant. Moi, personnellement, qui me représente, c'est le Conseil de l'ordre. Au jour d'aujourd'hui, qui me représente, c'est le Conseil de l'ordre. Et c'est normalement, si on avait le Conseil de l'ordre, c'est lui qui donne un avis. Les instances syndicales ne donnent pas d'avis sur les textes. Le Conseil de l'ordre, c'est lui qui donne l'avis sur les textes par la loi. D'accord? Et je vois mal pourquoi le ministère de la Santé publique n'appelle pas le Conseil de l'ordre pour discuter avec lui. Donc c'est l'instance qui représente tous les pharmaciens. Nous sommes obligés d'être membres du Conseil de l'ordre, mais je ne suis pas obligé d'être membre dans un syndicat. Merci beaucoup. Merci. Je donne la parole à Dr Moutaoukil. Sur ce point de droit de substitution, s'il vous plaît. Merci. Donc, par rapport au droit de substitution, comme l'a dit Cézalim, c'est un droit du patient avant tout, pour pouvoir améliorer l'accès économique aux médicaments. Nous savons tous que nous avons, par exemple, moi j'exerce à stage, je vois des gens de Barchid ou des quartiers périphériques à Casa qui n'arrivent pas à honorer une ordonnance onéreuse et qui peut être beaucoup moins chère si on arrive à substituer, d'autant plus que les caisses, l'AMO a réglé son problème avec la loi 6500, le remboursement se fait sur le générique le plus proche du princeps, quand il existe, bien sûr. Donc, c'est un handicap pour l'accès aux citoyens. Mais il faut aussi motiver le pharmacien. Il ne va pas continuer à travailler d'une façon gratuite. Donc, le manque à gagner, il doit être... Nous, ce qu'on entend, c'est l'Arham Walidine. On donne un conseil, oui, mais on reçoit que de l'Arham Walidine en masse. Mais à un moment, il faut penser aussi à son équilibre économique. Exactement. Et à sa survie pour pouvoir justement assurer cet accès aux soins à travers les pharmacies de proximité. Donc le droit de substitution doit s'accompagner bien sûr de mesures incitatives. Il y a la prime, comme ça se fait dans d'autres pays, la prime annuelle pour les génériques, pour la promotion du générique. Il y a l'honoraire de substitution. Il y a aussi la possibilité de transfert de marge. Si je suis si on veut être optimiste, vous êtes dans les arcanes des dialogues actuellement. Qu'est-ce qui se à quand on pourrait s'attendre et quel projet pourrait avancer le plus vite possible? Le droit de substitution, le projet, il est en rédaction. Avec le répertoire du générique, c'est important de l'avoir, et la liste des excipients à effet notoire, ainsi que la liste des médicaments à marge thérapeutique étroite qui peuvent amener le médecin à marquer la mention ne pas substituer ou non substituable. Et cette liste, elle doit être actualisée chaque année comme dans d'autres pays. Mais ce qui intéresse, bon, nous, c'est vrai, l'ordre, il donne son avis sur les projets, il doit être consulté, mais tout ce qui est économique, même si on est en train d'en parler aujourd'hui, tout ce qui est économique, ça, partout dans le monde, c'est les syndicats. C'est les syndicats qui négocient tant de sang. Nous, si on parle en tant qu'ordre, c'est comment permettre la survie de l'officine pour l'accès du patient aux soins. Comment maintenir cet établissement de santé. Mais comment, à quel taux la rémunération, ça, c'est les syndicats qui les discutent. C'est pas nous et c'est mondial. Donc, par rapport je donne un exemple par rapport au transfert de marge. Si j'ai un princeps de 300 dirhams avec un générique à 200 dirhams, le remboursement se fait sur 70% du produit à 200 dirhams. Si je substitue avec 100 dirhams, je fais économiser aux caisses 70 dirhams, il faut qu'elle me donne ma part pour récupérer le manque à gagner. Ça, c'est dans un partenariat win-win. Et ça, bien sûr, ça se discute entre les syndicats. Et aussi, nous aurons un grand intérêt à avoir le droit de substitution parce qu'on va mieux gérer notre stock. Les pharmacies, très peu sont de grandes entreprises, entre guillemets, mais la plupart, c'est des très petites ou petites entreprises. Donc, quand on fait un petit chiffre avec un stock énorme qui s'élargit de plus en plus, on aura quand même le choix de choisir quel générique mettre dans mes rayons. Et là aussi, le rôle des syndicats, c'est d'avoir des conventions de partenariat avec les laboratoires pour discuter les marges arrière. Parce que c'est avec ces marges arrière qu'on peut aussi compenser le manque à gagner. Nous serons bien sûr gagnants par rapport à ça si on arrive à être intelligent et à discuter ce qu'il faut avec ce qu'il faut et bien sûr pousser le pouvoir public
à légiférer. Les lois doivent être évolutives. C'est Zalim, je le confirme. Elles doivent être évolutives. Elles doivent prendre en considération le profil épidémiologique. Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre sur le diabète. Je pourrais vous en donner sur l'HTA. Je pourrais vous en donner sur les maladies cardiovasculaires, qui sont les premières causes de mortalité, combien elles bouffent. Donc, il y a des chiffres pour convaincre. Avec les chiffres de l'État, on peut convaincre pour pousser les lois vers... Et la prévention au niveau de l'officine, ça passe aussi par l'accès au générique, l'observance de traitement. Si un patient ne peut pas accéder économiquement, il ne pourra pas être observant. Dans les meilleures conditions, même en Europe, nous avons 50% d'observance. Et ils sont en train de tout faire pour l'améliorer. Ben, imaginez au Maroc, avec le problème d'accès économique, ce que ça doit être le taux, parce qu'on ne fait pas d'études. Et quand je vous ai donné tout à l'heure le chiffre sur le diabète, je peux vous donner aussi celui de l'HTA. Et encore, elles sont sous-évaluées, parce que dans le milieu rural, beaucoup sont hypertendus ou diabétiques et ils ne le savent pas. Et nous avons des pharmacies d'officine. D'où l'intérêt aussi du dépistage au niveau de l'officine et des honoraires par rapport à ça, pour motiver justement le pharmacien à ce qu'il s'implique davantage dans cette... Et le valoriser, lui donner confiance aussi par rapport à ce qu'il fait. La télémédecine, on a parlé tout à l'heure. Je donne toujours l'exemple du Sud. Une officine à Birgendos qui se trouve à 350 km du médecin le plus proche, qui est à Dakhla. Ben, nous avons le pharmacien qui joue le rôle du médecin, qu'on le veuille ou pas. Donc, autant en profiter pour installer des cabines ou des espaces de télémédecine dans ce genre de pharmacie et pouvoir permettre aux patients d'accéder aux consultations, aux téléconsultations. Et bien sûr, en honorant comme il faut le pharmacien. Et il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, prévoir des espaces plus importants. Les pistes sans fin. Le TP, pour améliorer l'observance, elle va faire des va permettre de faire des économies par rapport aux caisses. Et il faut des espaces dédiés pour ça. Et il faut aussi la formation. Dans tout ce qu'on a dit, la formation, on ne peut s'imposer que par la formation. Donc, l'insuffisance rénale, la prévalence au Maroc, elle est de 8,8%. L'HTA de 8,8%. Et l'insuffisance rénale et la dialyse, elle bouffe le plus de médicaments au niveau des caisses. Elle arrive en deuxième lieu après les maladies cancéreuses. Le pharmacien peut l'améliorer. Le pharmacien peut aussi faire la prévention. Qui porte la parole de tout ça auprès des décideurs et des législateurs? On connaît tous ces pistes. On n'a jamais arrêté de réclamer. C'est comme on a du mal à faire parvenir le message aux décideurs. Parce qu'on voit d'autres professionnels, désolé de vous couper, mais on voit d'autres professionnels dans d'autres secteurs qui ont un accès, qui ont du pouvoir de lobbying, de négociation, et nous, on n'a pas ça. Je peux vous répondre. Alors, les industriels, par contre, oui. Les officinaux, non, c'est pas le cas. Un instant. Je suis désolé de vous challenger là-dessus. Quand je vois, depuis l'époque Louardi, améliorer l'accès aux médicaments génériques, améliorer la pénétration du taux de médicaments génériques, et personne n'a pris le pouvoir, la décision et le courage politique d'imposer le droit de substitution. Aucun gouvernement ne l'a fait. Et tout le monde a pour recommandation améliorer l'accès aux génériques. Là, il y a une schizophrénie quelque part. Peut-être j'ai un petit espoir, et j'espère que je ne me trompe pas, avec un ministre technocrate qui a pu quand même gober, et puis qui a bien lu le rapport du Conseil économique et social avec tout en espérant qu'il restera après septembre 2026. Quand vous parlez des lobbies, il sera toujours en pause. Parce que ce qui se passe, c'est que les médecins ont un lobby très important. Tout le reste, tout ce qui a été fait, on change ministre, mais toutes les réalisations qui étaient faites par les équipes du ministère, on reprend chaque fois à zéro. Avec l'actuel ministre, Dieu merci, on est dans la continuité. C'est pour ça que je l'ai dit, j'espère qu'il va rester jusqu'au septembre. Il va dépasser plus longtemps pour concrétiser ce qui est... Parce qu'il y a beaucoup de points, enfin 3 points principaux qui sont déjà en train d'être rédigés sur le plan donc on peut s'attendre que d'ici décembre, on pourra avoir le droit. Même s'il y a changement de gouvernement, radical ont déjà fait. Très bien, très bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je cède la parole à Dr Najia Argibi qui aimerait poser une question. Et par la suite, je vous passerai la parole. Je sais, j'en ai pour un quart d'heure, on termine. Merci Nabil.
Moi, je voudrais... C'est pas tout à fait une question, mais ça appelle aussi certaines réponses. Zalim a évoqué à un moment les médicaments non remboursables. En fait, les médicaments non remboursables, le travail a été fait. Et du temps de l'Ouardi, s'il n'avait pas sauté, ça allait aboutir. Parce qu'on avait travaillé dessus pour que ces médicaments sortent du benchmark. Parce qu'ils coûtent 0 centime aux caisses d'assurance maladie. Et c'était pour nous important. Parce qu'on avait demandé une flexibilité des prix, de sorte qu'ils puissent augmenter régulièrement toutes les 2 années, par exemple, un serpent, ce qu'on appelle un serpent d'évolution, pour que ça ne devienne pas trop cher. Tous les 2 ans, par exemple 5%, etc., on allait définir ça. C'est des produits, à l'époque, il y avait la TVA. On m'avait dit de les aligner sur la TVA des médicaments et que ce ne soit pas parce qu'il y avait un premier projet qui disait 20% comme pour les compléments alimentaires. Donc ces médicaments qui ne sont pas remboursés, qui ne coûtent rien à l'assurance maladie, ont été benchmarkés. Et en fait, ils étaient souvent moins chers que dans les pays d'origine. On les a maintenus, ou on les a diminués quand il y avait une moyenne qui était basse. Et ils ont disparu. Qu'ont fait les laboratoires? Ils prennent ces mêmes médicaments, ils baissent le taux de la composition, le taux journalier, des apports journaliers. Ils en font un complément alimentaire, ils switchent, ils le triple, quadruple le prix, ils retombent sur leurs pieds. Et vous avez raison qu'il y avait un travail de lobbying qu'il fallait faire après. Malheureusement, on a loupé le coche. Parce que les médicaments conseils sont la porte d'entrée pour des nouvelles missions pour les pharmaciens. Pourquoi? Parce qu'il y avait une liste de médicaments qui était faite et une liste de pathologies dites mineures que devait prendre en charge le pharmacien. Dans un premier temps, il le faisait gratuitement, mais après, dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, ils se font rémunérer dessus. Mais disons, on vous donnait à gérer au début les rhumes, les cystes. Maintenant, ils sont arrivés à la cystite, ils sont arrivés à d'autres pathologies et, à travers ça. Donc, au niveau du Canada ou de la France ou d'autres pays. Donc, avec ces pathologies mineures, ça nous ouvrait la porte des nouvelles missions. Parce que quand vous ouvrez une porte, vous pouvez après élargir l'éventail de ce que vous pouvez prendre en charge. Et il y avait ce qui était prévu, des algorithmes de prise en charge et des modules de formation pour les équipes officinales. Et ça, tout le monde est convaincu. Pourquoi aller étouffer, asphyxier la pharmacie avec des choses qui ne coûtent rien à l'assurance maladie et on a appliqué tout à la maladie. Deuxième chose pour les lois obsolètes. La loi 1704, ne vous y trompez pas. Elle va être amendée. Il faut être extrêmement vigilant, ça va être amendé prochainement. Et certainement, il y aura les médicaments conseils. Il faut être très, très prudent pour que ces médicaments conseils soient pas qualifiés de OTC. OTC, ça veut dire over the counter, en accès libre. En accès libre, demain, on vous met un pharmacien à Marjane et il peut les délivrer. Et on aura des Leclerc et des Leclerc qui sont beaucoup plus puissants au Maroc et qui feront arriver les choses. Donc médicaments conseil ou médication officinale comme c'est appelé dans certains pays. Deuxième chose, il faut éviter que ces médicaments conseils puissent être manipulés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les effets nombrels qui traînent une confusion au niveau de la population. Par exemple, en France, vous avez le Toplexil. On peut mettre Toplexil suivi de quelque chose pour un complément alimentaire ou la Pouradi. Ça doit être interdit et je pense qu'ils ont été assez vigilants. Alors, pour le modèle économique, Madame Jalila, que je respecte beaucoup, a raison qu'il faut diversifier. Encore faut-il que votre emplacement le permette, que la surface de votre pharmacie le permette, que vous puissiez aussi payer des équipes pour aller s'occuper d'animer un rayon dermocosmétique, un rayon orthopédie, mais que déjà on se plaint qu'on n'a plus où poser les génériques. Je crois que le cœur de métier pour l'instant reste le médicament et il faut se battre là-dessus parce que le maximum de notre médicament, de notre revenu là-dessus. Message reçu, Nagia. Merci. Toutes les niches sont bienvenues. Merci beaucoup. Il me reste juste un truc. Parce qu'il y a une autre session qui est programmée après, donc je donnerai la parole à... Droit de substitution. Allez, brièvement, Nagia. Surtout, quand on fait un texte, il faut toujours prévoir
à l'avance. Elle a raison, Madame Tokil, en disant que demain, il y a un produit nouveau, que la marge entre le princeps et autres, il ne faut pas faire cadeau d'emblée sur le transfert de marge. Sous prétexte qu'actuellement, les vieux produits matures, eux, sont alignés. Mais ceux qui sont en train de venir ne seront pas alignés. Donc, surtout, c'est la même chose que pour les TROD. On a mis une liste de TROD. Il faut prévoir une phrase qui permet la révision périodique, exactement comme pour les pathologies. Et donc, ne faites jamais de cadeaux. Il nous reste une arme. Une arme, vous avez parlé des systèmes d'information. Une arme, c'est de ne jamais céder sur le tiers payant actuellement. C'est notre arme atomique, dissuasive, pour obtenir tout ce que nous voulons. Les médecins ont refusé, alors qu'ils ne déboursent rien de leur poche, le tiers payant depuis longtemps. Et pour le ministre du budget, vous avez raison de dire qu'il va y avoir quelque chose qui va être abordé à ce niveau. Le ministre du budget, je crois qu'il va faire partir, discuter avec lui, c'est un monsieur intelligent. C'est que le maillage, c'est quelque chose d'exceptionnel au Maroc et qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais c'est que nous sommes parmi les premiers contributeurs juste immédiatement après l'immobilier. Et ça, c'est des choses qui se négocient. Et c'est que la prévention a été mesurée dans tous les pays. Toutes les mesures préventives auxquelles sont associés les pharmaciens ont permis des économies énormes aux caisses d'assurance maladie. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Najib. Oui, alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Madame Raoundi Rachida, pharmacienne à Rabat. Ma question va être adressée au docteur Zalim. Je reviens sur, vu l'évolution de l'officine actuellement, que justement on ne peut plus compter que sur la marge au niveau du médicament, il faut diversifier nos activités au niveau de l'officine. Et je reviens à ce qu'a dit Madame Jalila et Madame Tawkil, qu'il faut diversifier avec les compléments alimentaires, l'orthopédie, et je suis d'accord avec Madame Erghibi qu'effectivement, ça ne peut pas se faire au niveau de toutes les officines. Une officine au niveau du rural, elle ne peut pas diversifier avec le complément alimentaire ou là avec la biothérapie ou là avec l'orthopédie. C'est pas possible. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que les points sur lesquels on doit justement insister, c'est des points qui peuvent être valables pour toutes les officines. C'est-à-dire la vaccination, c'est-à-dire le droit de substitution, c'est-à-dire les droits de garde, peut-être. Mouhim. Moi, je viens d'écouter Dr Zalim, je viens d'apprendre que pour qu'on ait ça, parce que tous les pharmaciens revendiquent ça, dernièrement, on a fait une marche à Rabat, une manifestation pour justement revendiquer ça à côté du ministère de la Santé. Je viens d'apprendre quelque chose de la part du Dr Zalim, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre juridique. Alors, le cadre juridique, moi, je veux comprendre comment il doit se faire. Moi, je le ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a des gens de la justice ou là des gens juridiques pour justement appuyer Hadchi? Moi, je veux comprendre comment ça se passe. Parce que d'abord, il y a un cadre juridique. Alors, comment l'avoir, ce cadre juridique? C'est très simple. Sadia a rappelé une chose qui est très importante. Moi, j'ai dit, ça fait de 2013 au jour d'aujourd'hui, on a un grand problème organisationnel. On n'a pas un organisme qui nous représente, qui normalement, d'après la loi, c'est lui qui donne son avis, c'est lui qui propose. Premièrement, on n'a pas ça. Deuxièmement, moi ce que je vois actuellement avec les gens qui voient le ministre, ils sont focalisés sur du truc qui ne nous intéresse pas en tant que pharmaciens d'officine. Et lorsque je vois dans les réseaux sociaux, on parle décrochage sur le premier prix introduit, et en tant que pharmacien d'officine, décrocher ou pas décrocher, qu'est-ce qui va m'apporter moi? Rien. C'est l'industriel. Moi, ce qui m'importe, c'est avoir un cadre juridique, avoir un modèle économique. Et une chose qui est très importante, le dernier rapport, le Conseil de la concurrence, juin 2020, il a dit clairement il faut une réforme juridique en profondeur le secteur pharmaceutique. On ne peut pas faire un modèle économique sans une réforme. Droit de substitution, les honoraires, les tours de garde, avoir un cadre juridique pour les compléments alimentaires, qu'est-ce qu'on doit faire dans les pharmacies d'officine, les textes rapides, tout ça. Et aujourd'hui, ce que je vois dans la presse, dans les réseaux sociaux, les pharmaciens d'officine sont contre le décret le prix. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave.
On a un manque de communication vis-à-vis des autorités. On a un manque de communication vis-à-vis de la population pour des choses qui sont aberrantes. Moi, si j'étais à demander au ministre, faites ce que vous voulez. Mais avant d'appliquer, voilà ce que j'ai besoin. Parce que, regardez, si on avait un conseil d'ordre au jour d'aujourd'hui, presque 90% des problèmes qu'on vit entre nous, le dirigisme, les remises, les problèmes des gardes, les problèmes des ordres de fermeture, beaucoup de problèmes de formation, tout ça, on devra régler. Deuxièmement, le Conseil de l'ordre pour proposer des textes au ministre. On aura proposé un nouveau texte à les substances vénéneuses, on aura proposé beaucoup de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, comme a dit Sadia, c'est vrai, les syndicats, ils ont un aspect économique. Mais croyez-moi, le gouvernement actuel, il va baisser les prix. Il ne faut pas dire on va stopper la baisse des prix, on va faire. Ah, c'est de l'aberration. Parler comme ça, vous êtes contre un projet royal, social pour la population, vous êtes contre. Pourquoi vous êtes contre? Est-ce que ça a touché quelque part dans le prix? Le prix, ce n'est pas nous qui le fixons. Le prix, c'est l'industriel. Les industriels, ils se sont réunis avec l'agence le 17 septembre. Ils ont réglé tous leurs problèmes. Les 3 associations, on a un secteur industriel dans lequel il y a 53 laboratoires. On a 3 associations qui s'entendent très bien. Ils étaient le 17 à l'agence. Ils ont parlé de l'aspect réglementaire. De l'aspect réglementaire qui les concerne. Les AMM et tout ça, encourager les gens qui tout ça. Ils étaient avec leur conseil de l'ordre. Nous sommes 14 000 pharmaciens d'officine. Nous n'avons pas un conseil de l'ordre, premièrement. Deuxièmement, nous avons des instances syndicales où chacun revendique une représentativité comme il veut. Si je parle chiffres, personne ne représente personne. Chiffres à l'appui. D'accord? Et deuxièmement, lorsqu'ils discutent, ils discutent des choses que nous, en tant que pharmacien d'officine, moi, ça ne m'intéresse pas qu'ils fassent un décrochage sur le prix d'entrée ou ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'il y a des institutions qui veillent, selon la loi, les prix et la concurrence, et surtout spécialement les médicaments, c'est parmi les produits qui sont réglementés et que normalement, par la loi, avant de faire n'importe quel texte en relation avec le prix des médicaments, il y a la commission interministérielle des prix, il faut qu'il donne son avis. Et deuxièmement, il y a le conseil de la concurrence. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont spécialisés plus que nous, ils ont des experts, ils ont les moyens, ils ont beaucoup de choses pour voir est-ce que le texte va passer ou ne passera pas sur le plan constitutionnel. Et ce qui n'est pas en contradiction avec la loi, le prix et la concurrence. Lorsque je vois dans les réseaux sociaux le décrochage, le premier entrée ou le deuxième entrée, cette personne ne comprenne rien. Moi, en tant que ministère de la Santé, s'il y a un laboratoire princeps générique qui demande la baisse de prix, je ne peux pas être contre. Parce qu'il y a une loi qui réglemente le prix et la concurrence. Donc, au jour d'aujourd'hui, le message qu'il faut passer, il y a un seul message, pas plus. Toutes les institutions constitutionnelles, Cour des comptes, Conseil de la concurrence, l'OMS, ils ont dit qu'il faut faire une réforme en profondeur des textes de loi qui va permettre quoi? Améliorer l'accès aux soins, améliorer l'accès aux médicaments, avec un certain nombre de recommandations stratégiques organisationnelles qui sont en relation avec le tiers payant, le remboursement, le modèle économique de la pharmacie. Et une chose qui est très essentielle, qui nous pose problème, c'est la relation entre le médecin et le laboratoire. C'est cette relation au jour d'aujourd'hui qui pose problème. Les caisses qui ne posent pas problème. Pourquoi? Parce que la caisse, il a un problème avec 150 médicaments. Ces 150 médicaments sont des médicaments en situation de monopole. Pas de générique, pas de biosimilaire. Premièrement. Deuxièmement, ce sont des médicaments qui ont un circuit spécial dirigé entre médecins, pharmaciens et laboratoires. Deuxièmement. Troisièmement, on applique des choses qui sont anticoncurrentielles. On applique des remises. On applique des prix remisés. On applique beaucoup de choses.
Donc, automatiquement, ce sont des choses qui doivent être réglées entre la haute autorité de la santé, entre les caisses, entre les ministères et entre Nous, moi, en tant que pharmacien d'officine, j'ai besoin d'un texte qui me protège lorsque je dispense un médicament psychotrope ou stupéfiant. J'ai besoin d'un texte qui me permet d'exploser mes compétences, c'est-à-dire je veux donner un conseil, télémédecine, je veux faire de la vaccination, je veux faire de la suivi, je veux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas la faire gratuitement, je ne peux pas la faire gratos. Moi je dis lorsqu'on fait un benchmark, c'est bien de faire les benchmarks, mais il faut faire un benchmark général. Je ne fais pas un benchmark, j'ai le prix fabricant hors taxe, et je m'arrête là. Je fais un benchmark dans les règles de l'art en comparant l'émission de pharmacien d'officine dans ces pays de benchmark avec le pharmacien d'officine au Maroc. Merci beaucoup, Salim. Une dernière question? Oui, Belghazi Casablanca. Je voudrais d'abord faire une petite remarque, le Sibou Ayed, si vous permettez, sur un chiffre qu'il a lancé sur les 19%, les médicaments qui représentent 19% des remboursements. Et il a rajouté beaucoup, c'est grave, c'est important. Je crois qu'il faut relativiser parce que 19% de quoi? De 15 milliards de dirhams. Ça fait 3 milliards et demi. Et sur les 3 milliards et demi de médicaments remboursés actuellement par l'AMO, les T1, T2 qui concernent les officinaux, c'est 1 milliard et demi. Ça fait donc l'AMO qui décide de notre sort et de tout ça, ne s'occupe que même pas de 10% du chiffre d'affaires des pharmaciens d'officine. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est de dire c'est grave parce que vous parlez comme l'AMO, les responsables de l'AMO et la CNOPS. Parce qu'il y a derrière ça un message subliminal. Les médicaments sont chers, les pharmaciens s'en mettent plein les poches. Parce que c'est ça ce qu'on veut faire. Or, vous comparez par rapport à la France, 10% de 600 milliards, c'est 10% de 600 milliards d'euros, c'est 60 milliards. Vous êtes en train de comparer 1,5 milliard de dirhams à 600 milliards. Et vous dites c'est grave, en France c'est que 10%. Donc ne parlez pas s'il vous plaît, ne faites pas des comparaisons simplistes qui sont défavorables aux pharmaciens. Maintenant okay. Je voudrais juste parler du fameux Daïr de 1922 parce que ça fait 40 ans que je pleure comme tout le monde sur ce Daïr, mais on peut continuer à parler encore 40 années. J'aimerais bien qu'on termine avec un discours optimiste. Alors, on va donner la parole. Non, mais laissez-moi de faire l'optimiste. Allez-y, soyez optimiste parce que vous dites il y a 40 ans, allez-y. Parce que je profite que les responsables du Conseil soient là pour arrêter de pleurnicher justement. Je leur demande de réunir 4 ou 5 pharmaciens juristes que nous avons, de leur demander de nous donner les grandes lignes d'un amendement de ce Daïr, un projet de Daïr pour les stupéfiants, la cocaïne, le cannabis, qui sera fait avec l'agriculture, la police, etc., etc. Et un décret, on n'a pas besoin d'un autre Daïr, un décret ou un arrêté pour les médicaments à prescription. Le tableau A, B, C, B, 7 jours ou la 30 jours, les longs cours, les prescriptions de 3 mois, 6 mois, les feuilles de maladie, de préciser tout ça pour le pharmacien qui attend ça depuis 40 ans. Merci. Merci à vous. Merci pour le... Il y a une autre séance qui est programmée juste après parce qu'il y a un problème de timing. Une réponse très simple. Nous avons le Conseil de l'ordre. Allez-y. Pour la problématique, il y a les substances vénéneuses, les psychotropes et les stupes. Une autre contradiction. Le Maroc, il a signé la convention de Vienne de 1966 concernant les stupéfiants et la convention de New York de 1960 les psychotropes. 2 conventions. Et ces 2 conventions, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des listes. D'accord? Il y a des listes dans lesquelles, qu'est-ce qu'on entend par substance psychotrope ou les stupéfiants? D'accord? Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ces listes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de pharmaciens qui sont poursuivis lorsqu'ils ont délivré une substance qui est ni stupéfiante ni psychotrope. Mais le juriste les considère comme stupéfiants. Et l'aberration, c'est des fois, on considère comme des médicaments psychotropes. Alors que si on avait un arrêté, et normalement c'est prévu par la loi, il fallait un arrêté qui définit quels sont les médicaments qui sont tableau A, tableau B et tableau C.
Donc si on avait un simple arrêté, ou une simple circulaire qui est annuelle, dans laquelle on a ces produits, on va régler pas mal de choses. Allez-y, Madame Moutaoukil, on commence par vous, Madame Moutaoukil. Une conclusion optimiste qui va donner de l'espoir aux officinaux et à tout le monde pour l'avenir. Ben, je passe le mot au docteur Gdira pour qu'il Si vous avez remarqué, j'ai essayé d'être pratique dans pratico-pratique, parfait. Sans aucune arrière-pensée politicienne ou la... On n'a pas eu d'arrière-pensée, voilà, non, du tout. Donc, par rapport au Conseil de l'ordre, oui, vous avez raison, c'est Belghazi de l'évoquer par rapport au Daïra de 1922. Je rappelle qu'il y a aussi un texte après et qu'il y a les deux conventions que notre confrère Sizalim a citées. Le problème qu'on a surtout avec le Daïra de 1902, justement, on parle encore de tableau B, A et C, la liste 1, 2, et il y a aussi la définition juridique par rapport aux psychotropes. Nous avons des médicaments destinés à la maladie mentale. Déjà, la définition juridique, elle stigmatise ce genre de médicaments et par conséquent stigmatise aussi la maladie mentale. Et ça, c'est pas dans l'intérêt du patient marocain et des malades mentaux ou de malades souffrant de pathologies psychiatriques. Donc, il faut d'abord revoir cette définition. Et à mon sens, l'amendement doit se faire, enfin, l'introduction du texte qui va régler ce problème par rapport aux médicaments dits hallucinogènes, alors qu'il n'y a pas de produits hallucinogènes, il n'y a que des traitements de la maladie mentale. Certes, il y a des mésusages qui ont fait aussi que le clonopin a basculé vers le tabac. Qui a basculé vers le tableau B. Et il faut aussi qu'on puisse, au niveau de la loi, puisse introduire la différence entre une erreur professionnelle, une faute professionnelle et ce qui relève du pénal. Parce que la faute professionnelle, je peux ne pas exiger une ordonnance et faillir à ma mission de contrôle. C'est une faute professionnelle de ne pas exiger une nouvelle ordonnance ou une nouvelle prescription. Mais on ne va pas être dans le même panier avec un autre professionnel qui deal par rapport à ces médicaments dans un objectif de mésusage et de toxicomanie. Donc c'est là où il faut faire la différence. Et ça, comme la loi sur le bail, on a pu, au niveau de la loi 1704, introduire l'exception pour les pharmacies. Dès qu'on enlève le rideau, dès qu'on commence à exercer, on a un fonds de commerce acquis, alors que ce n'est pas le cas dans le bail en général. Donc on peut faire aussi cette exception au niveau de la loi 1704 et nuancer par rapport à la définition d'hallucinogène, c'est des médicaments, et les règles justement de renouvellement et les règles de prescription. Il est aberrant qu'on voit des prescriptions de 6 mois, alors que le contrôle régulier de ces malades doit se faire tous les 3 mois. Et là aussi, c'est tout le système qu'il faut revoir. Un malade mental qui est stabilisé par son psychiatre, il doit revenir à son médecin de famille et on n'aura plus ce problème de prescription. Tout ça est important. Autre chose, la vaccination, elle doit être remboursée à 100% et dispensée au niveau des officines. Et le collège des médecins pédiatres, ils sont pour. Ils veulent aussi, parce que comme nous, on souffre d'une vingtaine de pharmacies, eux aussi, ils souffrent d'une vingtaine de médecins qui détournent ces vaccins dans leur cabinet. Et pour un médecin, un bébé, c'est un patient acquis jusqu'à 15 ans. Donc, ils sont favorables. Merci et merci. Le dernier mot revient au Dr Gdira, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. À vous le dernier mot, optimiste, s'il vous plaît. Je souhaite juste dire que le Conseil national existe toujours. Il travaille quotidiennement. Il s'occupe des affaires de la profession dans des conditions extrêmement difficiles. Il ne faut pas oublier que le Conseil de l'ordre des médecins bénéficie d'un grand conseiller nommé par le chef du gouvernement. Et l'actuel conseiller, c'est l'ex-président de la Cour d'appel de Rabat. Alors que nous, il y a une équipe d'experts internes, parce qu'il y a beaucoup de compétences dans la profession. Malheureusement, il manque un peu de sérénité au sein de cette profession, et c'est le message
aujourd'hui que je lance. Il faut absolument que les pharmaciens ne doivent en aucun cas perdre espoir. Nous sommes en train de bâtir notre profession, nous sommes en train de bâtir notre système de santé, nous sommes en train de bâtir notre pays avec le souverain. J'envoie un message aux jeunes pharmaciens, vous devez intégrer les instances de la profession, les syndicats, et vous devez prendre en charge votre profession, votre place est là, et voilà, et je pense que nous aurons quand même un avenir, le moins que l'on puisse dire, un avenir correct. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah, espérons-le. Merci beaucoup pour vos interventions pertinentes. Merci à tous.